Au cœur de la savane, là où le soleil tombait lentement sur les toits de chaume et les acacias dansaient au souffle du vent, se trouvait le village de Kouman. C'était un village discret, fait de poussière rouge et de traditions anciennes, où les rires d'enfants se mêlaient aux chants des femmes pilant le mil. Les anciens s'asseyaient chaque soir sous l'arbre à palabres pour raconter les histoires d'avant, quand les hommes marchaient avec les lions, et que la parole était sacrée. Dans ce village vivait une femme nommée Mbalia. On ne savait pas grand-chose d'elle, sinon qu'elle parlait peu, très peu. Elle ne haussait jamais le ton, ne se plaignait jamais, et ne participait pas aux palabres ni aux querelles de cour familiale. Les enfants l'observaient en silence, les femmes chuchotaient sur son passage, et les hommes la saluaient avec un mélange de respect et d'incompréhension. Mbalia vivait dans une petite case aux murs couverts de peintures ocre représentant des symboles anciens. Elle avait élevé seule son fils, Yero, après la mort de son mari dans un accident de chasse. Jamais une plainte, jamais une larme en public, juste ce regard profond, comme une calebasse remplie d'eau calme, où se reflétaient les étoiles. Yero, lui, était tout le contraire de sa mère. Il parlait fort, riait beaucoup, et voulait changer le monde. Il avait quitté Kouman pour aller à la ville étudier. Il disait vouloir devenir quelqu'un d'important. Il écrivait rarement, mais envoyait parfois de l'argent, quelques photos. Chaque fois, Mbalia les rangeait dans une boîte en bois sculptée, sans un mot, sans un sourire apparent. Un jour, le vent ramena Yero. La ville l'avait poli mais aussi blessé. Son regard était fatigué, sa voix moins sûre. Il revint avec sa femme et son petit garçon, Nfali, pour quelques jours de repos, disait-il. Mais au fond, il revenait chercher quelque chose qu'il n'avait jamais su nommer. C'est durant cette visite que le petit Nfali se prit d'une affection silencieuse pour sa grand-mère. Il passait ses journées assis près d'elle, à l'ombre du baobab, observant ses gestes, comment elle triait le riz, tressait les paniers, soignait les blessures avec des feuilles et des murmures. Un jour, il lui demanda, « Grand-mère, pourquoi tu parles pas beaucoup ?» Elle lui répondit, pour la première fois depuis longtemps, d'une voix douce comme la pluie sur la terre sèche, « Parce que mes gestes portent mes paroles. Et mes silences portent mes prières. » Cette phrase se grava dans le cœur de l'enfant, et plus tard, dans celui de Yero. Le dernier jour de leur séjour, Mbalia donna à son fils la boîte en bois. À l'intérieur, il trouva non seulement ses photos, mais aussi des lettres qu'il n'avait jamais reçues. Des mots qu'elle avait écrits sans jamais les envoyer. Dans ces lettres, elle racontait ses peurs, sa solitude, sa foi en lui. Chaque mot était une caresse silencieuse, un souffle d'amour discret mais profond. Yero pleura ce soir-là. Pour la première fois depuis l'enterrement de son père, il pleura sans honte. Il comprit alors que sa mère n'avait jamais été absente. Elle avait été là, entière, dans chaque silence, chaque geste, chaque regard. Elle avait construit en lui une force invisible, patiente, indestructible. Des années plus tard, Mbalia partit doucement, sans bruit, comme elle avait vécu. Le village enterra la femme silencieuse avec des larmes sincères et des chants anciens. Yero prit alors la parole sous l'arbre à palabres. Il raconta l'histoire d'une femme qui avait transmis l'essentiel sans jamais le dire. Et ce jour-là, même les enfants comprirent que le silence peut être plus fort que 1000 tambours. Comme leçon de vie, le véritable héritage ne se trouve pas toujours dans les mots, mais dans les silences habités, les gestes répétés, et la présence discrète de ceux qui aiment sans bruit. Le silence d'une mère peut être la plus puissante des voix.